Un conflit militaire qui éclate à des milliers de kilomètres. On pourrait se dire, bon, c'est loin, ça ne nous concerne pas vraiment. Et pourtant, ces conséquences pourraient très vite se faire sentir, bien concrètement, sur notre économie et notre portefeuille. Alors comment est-ce possible? C'est cet effet domino que l'on va décortiquer ensemble, des tensions géopolitiques jusqu'au débat qui nous anime ici. Alors, pour bien comprendre cet enchaînement, il faut revenir au point de départ. Tout commence à un endroit bien précis sur la carte du monde, un carrefour où la géographie, l'énergie et les routes du commerce mondial se croisent. C'est là que se trouve la toute première pièce du puzzle. Tout part de là, de frappes militaires récentes impliquant l'Iran, Israël, les États-Unis, dans une région qui est, ni plus ni moins, le cœur battant de l'approvisionnement énergétique du monde entier. Et au-delà du drame humain, c'est une menace économique directe qui se profile pour tout le monde. Pour bien saisir l'enjeu, il faut regarder les chiffres. Rien que cette région, avec des géants comme l'Arabie Saoudite, l'Iran ou l'Irak, ça représente quasiment un tiers de tout le pétrole extrait sur la planète. C'est une concentration absolument colossale. Et là, on a l'illustration parfaite de ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. Ce détroit, c'est un passage obligé pour un 15e du pétrole mondial. Le moindre grain de sable ici, la moindre perturbation, et c'est tout le flux planétaire qui est touché. Passons maintenant à la première onde de choc. Comment est-ce que cette tension géopolitique se transmet concrètement à l'économie? Eh bien, la toute première réaction, elle est quasi instantanée. Ce n'est même pas une pénurie réelle, non, c'est la peur d'une pénurie. Autrement dit, la spéculation. Et voilà l'effet le plus direct, une flambée des prix du pétrole. Les marchés, par pure anticipation, ont fait grimper le baril de Brent de 13% jusqu'à $80. C'est un pur effet spéculatif pour l'instant, mais ça donne le ton. Et le choc s'est propagé bien au-delà du pétrole. Les bourses européennes ont tout de suite accusé le coup. Et sur les mers, les géants du transport maritime comme Maersk ou CMA-CGM ont dû prendre des décisions radicales. Soit on arrête tout, soit on déroute les navires. Et dérouter, ça veut dire faire le tour de l'Afrique, ce qui ajoute des milliers de kilomètres et bien sûr des coûts énormes à chaque voyage. Donc, le point crucial, le voilà. Si ce conflit s'installe dans la durée, on risque une nouvelle vague d'inflation. Une inflation tirée par les prix de l'énergie. On appelle ça l'inflation importée. En fait, c'est exactement le même scénario qu'on a connu avec la guerre en Ukraine. Et voilà comment cette crise internationale atterrit en plein dans le débat national. La question devient, la France est-elle vraiment armée pour encaisser un choc pareil? Surtout en ce moment, en pleine période de coupe budgétaire. C'est un organisme économique très sérieux, l'OFCE, qui tire la sonnette d'alarme. En gros, ils nous disent « Attention, les mesures d'économie prévues par le gouvernement pourraient avoir l'effet inverse de celui escompté, c'est-à-dire affaiblir l'économie au lieu de la renforcer. » On se retrouve face à ce qu'on appelle un paradoxe. Les politiques qui sont censées réduire le déficit risquent en fait d'aggraver le problème. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. En freinant l'économie, on diminue les rentrées d'impôts et au final, le déficit, lui, pourrait même augmenter. Pour bien comprendre ce débat, il faut déconstruire une idée qu'on entend très souvent, une comparaison très politique, l'idée qu'un État devrait gérer son budget en bon père de famille. Mais est-ce que ça tient vraiment la route? En fait, la grande différence, c'est qu'un État, ce n'est pas du tout comme un ménage. Il a une durée de vie illimitée, il peut s'endetter pour investir dans l'avenir et, indirectement, il a accès à la création monétaire via la Banque centrale. Un investissement public aujourd'hui peut tout à fait générer la croissance et les recettes fiscales de demain. L'économie française, on l'a vu, a montré qu'elle était solide face à des crises comme celle du Covid. Mais aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est la réduction des déficits. La vraie question, c'est donc, le gouvernement serait-il prêt à dépenser à nouveau pour amortir le choc? On se souvient de l'aide sur les carburants. Elle a été très critiquée parce qu'elle coûtait une fortune et n'était pas bien ciblée. Du coup, il est très peu probable qu'on revoie une mesure aussi large. Cette fois-ci, le choc risque d'être encaissé bien plus directement. Et comme si le tableau n'était pas assez complexe, au moment même où l'on parle de couper dans les services publics, des révélations sur la contribution des plus riches viennent ajouter une nouvelle dimension au débat, celle de l'équité. Au cœur de cette polémique, il y a un chiffre, un seul chiffre qui a mis le feu aux poudres et qui illustre toute la tension actuelle. Ce chiffre, c'est 50 000. Alors, 50 000 euros, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une estimation du nombre de ménages très très riches qui, grâce à différents montages, arrivent à déclarer un revenu imposable très faible par rapport à leur patrimoine réel. Face à cette révélation, voici le démenti très ferme de la ministre en charge à l'époque devant l'Assemblée nationale. C'est une affirmation claire qui s'oppose frontalement aux chiffres avancés. Et puis, il y a cette réponse beaucoup plus nuancée de l'actuel porte-parole du gouvernement. Face à la contradiction, l'explication devient tout de suite plus subtile. On évoque la complexité de la fiscalité pour justifier l'écart entre le revenu déclaré et le patrimoine réel.
Ce va-et-vient met en lumière une tension centrale. Au moment où on demande des efforts à la collectivité, la question de la juste contribution des plus fortunés se pose avec encore plus d'acuité. Et tout ça nous ramène à la question fondamentale qui relie tous les points. Face à un choc qui vient de l'extérieur, est-ce que le poids de l'ajustement est réparti équitablement? Ou est-ce que les choix politiques le font peser davantage sur certains plutôt que sur d'autres?